L'amour. Ça peut en faire rêver beaucoup, certains sont à sa recherche, et pour ce faire, on peut faire plein de choses. Soit rencontrer quelqu'un dans la rue, soit sur les réseaux sociaux, et il y a un moyen qui n'est pas des plus récents pour trouver son âme sœur. Ce moyen, ce sont les sites de rencontres. Et bien via les sites de rencontres, il y a 3 cas de figure. Il y a soit le cas où on rencontre effectivement son âme sœur, on a le cas où, eh bien, ça ne matche pas spécifiquement finalement quand on rencontre la personne, et troisième cas de figure, on vit un truc totalement horrible, parce qu'on est tombé sur un fou ou une folle. Dans cette vidéo, on va voir la dernière possibilité. Je vais vous raconter plusieurs histoires d'expériences horribles sur Tinder. Donc tous ceux là qui sont en train de swiper en me regardant, après la vidéo, vous allez désinstaller l'appli. J'espère que ça vous plaira. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un j'aime et à vous abonner à la chaîne. Je vous invite à me suivre sur Instagram que je vous mets juste ici si vous souhaitez suivre mon aventure hors des caméras. Si vous souhaitez m'envoyer un témoignage par rapport à quelque chose qui vous est arrivé, ça peut être du paranormal, des trucs beaucoup plus terre à terre, peut-être même une expérience que vous avez eue sur les sites de rencontres. Pourquoi pas faire les pires expériences des abonnés, ça pourrait être marrant. Enfin marrant pour moi à faire. Alors que vous, c'est clairement horrible ce que vous avez vécu. Après, j'espère évidemment qu'il ne vous est rien arrivé de trop grave. J'espère que vous êtes bien installés et on est maintenant parti pour se plonger dans la face horrifique de l'amour. Je suis pas sûr de cette phrase. La première histoire sera l'histoire de Sarah. Alors c'est pas Sarah qui a raconté directement son histoire, c'est l'un de ses amis qui l'a partagé sur Reddit pour mettre en garde un petit peu les différentes personnes qui peuvent utiliser des applications de rencontre. Sarah avait matché avec un jeune homme sur Tinder et après avoir un petit peu discuté sur l'application, les deux jeunes gens ont décidé de se rencontrer en vrai. En même temps, c'est le but au bout d'un moment, si jamais ça match évidemment. Ils ont donc fait un date où les deux jeunes ont pris un café, ça s'est très bien passé, donc ils ont décidé de remettre le couvert pour un second date, où là ils ont fait une balade ensemble. Encore une fois, tout s'est très bien passé, les deux ont pu donc faire connaissance, pas mal, et donc ils se sont accordés sur le fait de faire un troisième date. Le jeune garçon, pour ce troisième date, a proposé à Sarah de venir directement chez lui pour boire un petit verre de vin tranquillement. Après, ils allaient aller au restaurant, mais voilà, faire le petit apéro à la maison. Sarah était déjà à l'aise avec ce jeune homme, il n'avait pas montré de red flag particulier, donc elle s'est dit qu'elle allait accepter et que c'était sans souci. Elle arrive donc sur place, elle est accueillie par le jeune garçon, il lui sert un verre de vin, ils discutent, ils s'amusent, enfin ils plaisantent, tout se passe très bien. Et à un moment donné, Sarah se sent un petit peu bizarre, mais elle sait pertinemment qu'elle ne se sent pas bizarre à cause de son verre de vin. Elle n'a pas beaucoup bu, donc elle n'est pas déjà alcoolisée totalement. Par contre, elle reconnaît les sensations qu'elle ressent. Il faut savoir que malheureusement, Sarah a déjà connu d'autres mauvaises expériences. Par exemple, en soirée, on lui a déjà mis un cachet dans son verre, vous voyez probablement de quoi je veux parler, une pilule que les gens très mal intentionnés utilisent, qu'ils placent dans le verre de certaines filles pour ensuite abuser d'elles. Sarah en avait déjà consommé, évidemment contre son gré, on ne sait pas s'il lui était arrivé quelque chose derrière, mais en tout cas, si on revient dans l'histoire qu'on a ici, elle ressent les mêmes effets que quand elle avait ingéré cette fameuse pilule. Donc elle comprend tout de suite ce qui est en train de se passer. Elle comprend que son date, la personne en qui elle commençait à avoir confiance, la droguer et qu'il avait probablement l'intention de lui faire du mal. Comprenez par là qu'il avait l'intention d'abuser d'elle. Elle décide donc de mettre en place une stratégie parce qu'elle sait qu'il faut qu'elle soit très rapide. Elle décide de faire comme si tout allait bien et elle prévient son date qu'elle doit aller aux toilettes. Elle s'y rend donc et là, elle s'enferme à l'intérieur. Comme ça au moins elle est en sécurité. Et une fois à l'intérieur, elle prend son téléphone portable et elle appelle la police pour dire qu'elle a été droguée. Elle donne l'adresse de la personne pour que la police intervienne. Peu de temps après l'appel, Sarah s'évanouit. Quand elle se réveille, la police est là. Elle est toujours dans les vapes sous l'effet de la substance qu'on lui a fait ingérer. Et elle se souvient avoir été transportée par les policiers et elle remarque, quand elle ouvre un petit peu les yeux, que la police lui met un sac sur la tête pour l'escorter à l'extérieur. Elle est ramenée chez elle et quelques jours plus tard, elle est recontactée par la police pour pouvoir témoigner. Elle se rend donc au commissariat, elle parle avec les policiers et elle pose quelques questions. Elle demande si la police lui a effectivement mis un sac sur la tête ou alors est-ce que c'était simplement le fait qu'elle a été trop dans les vapes, qu'elle a imaginé la chose. La police répond que oui, ils ont effectivement bien camouflé sa vision pour qu'elle ne soit pas horrifiée d'une chose. C'est qu'apparemment, son date avait préparé plein de choses sordides dans le salon. Il pensait que Sarah allait revenir des toilettes et il comptait l'agresser dès sa sortie. Elle ne sait pas ce que l'homme avait préparé, la police n'a pas voulu lui dire parce que, selon eux, clairement, c'est quelque chose qui l'aurait traumatisé. Donc pour sa santé mentale, pour son bien-être, il préfère garder le secret plutôt que de lui dire les choses. On peut le comprendre. Quoi qu'il en soit,
le fait qu'ils ne veulent pas en parler, ça montre clairement que l'homme avait prévu quelque chose, quoi on ne sait pas, mais quoi qu'il en soit, des événements horribles vis-à-vis de Sarah. C'est là que le témoignage de Sarah s'arrête. On est très heureux que ça se soit bien terminé finalement pour elle, parce qu'elle aurait clairement pu vivre une soirée totalement affreuse. Qu'est-ce qui aurait pu se passer? Alors, je vais pas spéculer sur diverses théories, ça aurait pu aller de l'abus jusqu'au meurtre de quelqu'un, à la torture, ce genre de choses. En tout cas, le fait que Sarah ait réussi à agir ici, je pense que ça a protégé énormément de filles, parce que cet homme, après avoir fait subir ce qu'il comptait faire subir à Sarah, eh bien il aurait probablement récidivé avec d'autres personnes de l'application. Nous allons maintenant voir le témoignage de quelqu'un que nous allons appeler Jessica. Jessica avait matché sur l'application Tinder avec un jeune homme, ils ont un peu parlé et ils se sont accordés sur le fait de se voir généralement le vendredi soir, le soir, mais plutôt tôt dans la soirée. Tout le monde sort un petit peu, donc si on veut aller à des endroits précis qui sont pas mal fréquentés, parfois il vaut mieux réserver. C'est ce que suggère donc Jessica à son date, elle dit ok pour vendredi soir tôt, mais du coup, si on veut aller manger quelque part, il vaudrait mieux réserver. En plus de ça, Jessica nous informe qu'elle vit dans une grande ville, donc dans les grandes villes, c'est d'autant plus compliqué. Parfois, il faut même réserver plusieurs jours à l'avance. Et ça, surtout dans les lieux prisés. Pour être sûr que la réservation se passe bien, Jessica a proposé d'elle-même réserver l'endroit où ils vont passer leur date. Son date lui a dit non, je m'en occupe, et donc ils se sont dit ok, on fait comme ça. Le jour J, Jessica retrouve la personne qu'elle doit rencontrer près d'une gare et il a proposé de commander un taxi via une application pour les emmener là où ils doivent passer la soirée. Sauf que l'homme semble avoir un peu de mal non pas à utiliser son téléphone mais à utiliser l'application pour commander le taxi. Jessica, très bienveillante, a proposé de l'aider, sauf que le mec a répondu en criant « Ne touche pas mon téléphone !» Et évidemment tout de suite ça jette un froid. Le taxi arrive et dans le taxi, l'homme a un comportement très bizarre. Il se trouve que l'homme commence à parler très mal en espagnol au chauffeur. C'est comme si en fait quelqu'un qui ne parle pas du tout espagnol se rend en Espagne et essaye de se faire comprendre dans la langue là-bas sans vraiment y arriver. Le chauffeur lui essaye de le corriger un petit peu sur son vocabulaire. Bon, on va pas passer par quatre chemins, en gros le mec a un comportement super raciste. Évidemment, gros red flag pour Jessica. Le couple arrive au restaurant et une fois arrivé au restaurant, nouvelle surprise. Le mec n'a pas fait de réservation. Ça montre encore une fois le sérieux de la personne. Jessica, elle est clairement saoulée, mais elle essaye de garder la tête haute, de rester positive. Elle dit t'inquiète pas, on va aller voir ailleurs, on va essayer de trouver quelque chose. Elle essaye un peu de créer de la conversation en disant ah bah le vendredi soir hein, c'est compliqué, etc. Sans pour autant accuser le mec ou l'accabler de quoi que ce soit. Et le gars répond toujours en criant ouais je sais, j'ai ruiné le rendez-vous. Bon pour Jessica, à ce moment-là, en voyant le comportement du gars, elle se dit ça va être un aller sans retour. C'est-à-dire qu'elle va voir le mec, elle va rentrer chez elle et elle ne va plus le rappeler du tout. Mais elle décide quand même de continuer de passer la soirée avec lui, quand même un petit peu nerveuse, et finalement les deux trouvent un restaurant où s'installer, un restaurant de sushi. Ayant eu un peu de mal à trouver, Jessica, elle a faim de fou, et le gars commence à dire tu sais, moi je gagne pas très bien ma vie, et puis en plus ici ça a l'air d'être assez cher. Jessica elle dit t'inquiète pas, elle ce qu'elle veut c'est manger parce qu'elle meurt de faim, payer s'il faut payer, et partir. Le repas se passe, je veux pas dire qu'il se passe bien parce que c'est pas forcément le cas, Jessica a juste envie de se barrer, et vient le moment de l'addition. Elle propose de payer, mais le mec lui répond que non, il va s'en charger, il veut être gentleman, mais gentleman qu'à 10%, dans le sens où il va payer, mais il prend l'addition et il lui montre bien le montant pour lui dire t'as vu, c'est cher et c'est moi qui paye. Personnellement, je prends ça comme t'as vu le prix, tu vas me devoir quelque chose. Maintenant, Jessica est prête à partir, elle a juste envie d'entrer chez elle et d'oublier cette soirée horrible. Et le gars lui dit attends, viens, on va prendre une bière. Donc elle se dit allez, une bière et j'entre. Ils prennent donc une bière ensemble et le gars commence à beaucoup parler d'un sujet. Il commence à dire des choses en disant tu sais, les trajets en taxi aussi tard ça va coûter très cher, et en fait il veut en venir quelque part. Là où il veut en venir, c'est qu'en gros il veut que Jessica aille dormir chez lui. Pourquoi? On sait très bien vis-à-vis du comportement juste avant. Je pense que c'est un mec dans sa tête qui se dit je paye le resto comme ça, elle va passer la nuit chez moi et il va se passer des trucs. En mode elle va devoir me rembourser d'une manière ce que j'ai payé, alors que ce n'est pas du tout à faire, ce n'est pas du tout... alors que la vie ne marche pas du tout comme ça. Mais il y en a qui le pensent. Et Jessica lui dit non, j'ai un chien, faut que je rentre chez moi. Et ça c'est quelque chose qui n'a pas vraiment plu à la personne avec qui elle était en date, parce qu'il lui a répondu ok espèce de ça. Bon, vous l'avez compris, c'est pas quelque chose qui lui a fait marquer des points. Jessica est rentrée chez elle et elle n'a plus, évidemment, jamais donné de nouvelles à cet individu. Elle l'a bloqué, finito, on n'en parle plus. Jessica, avec le recul, ne sait pas si elle s'est trouvée en danger
avec cet homme, mais quoi qu'il en soit, elle garde un très mauvais souvenir de la soirée qu'elle a passée, et vis-à-vis du comportement qu'il a pu avoir, eh bien elle est heureuse de ne jamais être restée seule avec lui. À chaque fois, ils étaient dans un lieu public. Nous allons maintenant finir avec l'histoire de Samantha. Samantha nous raconte, comme pour les autres histoires, qu'elle a matché avec quelqu'un sur Tinder. Ce qu'elle nous dit, c'est que généralement, avec ses dates, elle était toujours assez précautionneuse. C'est-à-dire qu'elle envoyait toujours l'adresse de là où elle se rendait à ses colocataires, elle avait toujours le partage de sa localisation qui était active. Comme ça, si jamais il y avait un problème, on pouvait la retrouver plutôt facilement, normalement. Et donc, avec la personne avec qui elle avait matché, elle avait pas mal discuté. C'était un garçon qui disait adorer son chien et lui a proposé à un moment donné de l'inviter pour qu'ils puissent ensemble se rencontrer et aussi promener le chien. Ça peut être une idée de date intéressante. Samantha a accepté. Après, il faut savoir qu'ils parlaient déjà depuis quelques jours et elle s'est donc retrouvée devant une immense maison. Il y avait un bateau juste devant et quand Samantha est arrivée, il lui a dit de se garer à côté du bateau. La place pour sa voiture était assez limitée, on n'entrait pas dans la voiture facilement, vous savez, il fallait un peu faire des manipulations, sortir, se coller à la voiture, fermer la porte pour pouvoir passer, etc. Ceux qui se sont garés dans des parkings où les voitures sont très serrées, vous voyez de quoi je parle. Au début, Samantha n'en a rien pensé, mais avec le recul, elle se dit qu'en fait, il lui a dit de se garer comme ça pour éviter que si jamais elle s'enfuit, elle puisse s'enfuir trop rapidement. J'ai vu pas mal d'histoires d'horreur, des histoires de stalkers, des personnes qui se font poursuivre, etc. Et j'ai jamais vu cette stratégie-là être utilisée. Et en vrai, si tu veux empêcher quelqu'un de fuir, c'est vrai que c'est pas idiot. C'est un truc où tu peux te dire maintenant qu'on le sait, tiens, je me méfierai à l'avenir dans ce genre de situation. Bon, sans pour autant rentrer dans la parano évidemment. Sauf que, dans la situation de Samantha, c'est pas un truc qui est super inquiétant parce que elle ne vit pas très loin en fait de la maison du gars. Donc elle pourrait, s'il le fallait, s'enfuir à pied et arriver à rentrer chez elle. Elle n'était pas 1 heure de route, elle était à peu près peut-être 15 minutes. Bon, premier red flag dans la situation, c'était pas justement ce truc de garer la voiture, c'était que le mec, du coup, recevait un date chez lui et il a accueilli Samantha en caleçon. Chose que Samantha remarque, évidemment, ça se voit quand quelqu'un t'attend en caleçon et elle ne sait pas vraiment pourquoi, mais elle est quand même rentrée dans la maison. Et à l'intérieur de la maison, nouvelle surprise, il n'y a quasiment aucun meuble. Il devait y avoir simplement 2 canapés et c'est tout. Elle parle un peu du coup avec son date, elle est un peu mal à l'aise vis-à-vis de tout ce qu'elle a pu remarquer, le fait que le mec soit en caleçon plus le fait que la maison soit sans meubles, et la conversation est très chelou. Il commence à lui faire entre guillemets une séance de psy où il dit ouais toi j'ai remarqué que t'avais une faible estime de toi, c'est probablement dû à une enfance traumatisante etc. Donc le type de conversation que t'as pas forcément au premier date. Et pendant la conversation, Samantha se dit quelque chose, elle se dit mais il est où le chien? Et alors qu'elle se pose cette question, ses pensées sont interrompues par des questions posées par son date. Il n'arrête pas de lui demander si quelqu'un l'attend. Il lui dit quelqu'un t'attend ce soir? T'as des trucs à faire après? Est-ce que t'as dit à des amis où t'allais? Là ça commence à devenir assez flippant. C'est le cas pour Samantha, donc elle commence à serrer ses clés de voiture en mettant en gros la clé entre ses doigts comme ça. Si elle met un coup de poing, elle met un coup de poing avec la clé et ça peut faire très mal. C'est ce qu'elle fait quand elle est sur des parkings de nuit, quand elle se sent pas en sécurité, et là elle le fait parce que dans cette situation-là, elle ne se sent clairement pas en sécurité. Les questions de l'homme deviennent de plus en plus étranges. Il commence à lui demander quel est son groupe sanguin, d'où vient la famille de Samantha, avec qui elle vit. Et finalement, Samantha pose l'ultime question. Elle lui dit « Mais il est où ton chien ?» Et là, plutôt que de répondre, le mec sourit et continue sa conversation tout seul. Notre amie Samantha, elle sait que là, ça pue. Elle se dit soit le gars, il va me tuer, soit il va essayer de me voler un rein pour le revendre. Donc pour Samantha, les choses sont plutôt claires. Il est plus que temps de partir. Elle essaie d'inventer une excuse. Alors on ne sait pas quelle excuse a été utilisée, mais en tout cas ça fonctionne. Le jeune homme insiste pour raccompagner Samantha jusqu'à la porte. Une fois arrivé à la porte, ils se saluent, ils se disent au revoir. L'homme essaye de l'embrasser, mais Samantha le repousse. Et il dit attends juste 5 minutes. Et il arrête pas d'insister sur ça en disant attends juste 5 minutes, attends 5 minutes. Et pendant qu'il attend, il arrête pas de regarder son téléphone mais d'une manière assez nerveuse, comme s'il attendait quelque chose. Samantha lui dit non je dois y aller, elle rentre dans sa voiture. Elle arrive, bien que l'emplacement était serré, à rentrer assez rapidement. Elle s'en fout de taper sur le bateau ou quoi, là vraiment elle veut juste se barrer. Et bien qu'elle n'avait pas conduit depuis 1 an, elle a pris la poudre d'escampette très rapidement. Le lendemain, elle a eu des nouvelles de cet individu étrange. Il lui a laissé un message vocal pour l'inviter à faire de la moto en pleine montagne. Pour Samantha, c'est mort, pour une seule et bonne raison, parce que déjà elle a passé un premier date horrible, et en plus, elle sait que ça pue. Vous connaissez l'expression « ça ne sent pas très bon mais pourtant personne n'a pété dans l'avion », là elle s'applique très bien. Parce que dans la montagne, qu'est-ce qu'il y a? Ou plutôt, qu'est-ce qu'il n'y a pas? Du réseau. C'est éloigné de tout le monde, on peut avoir du mal à capter
la 4G, la 5G et même un réseau mobile. Donc elle serait livrée totalement à cet individu qui, de par son comportement, semblait avoir des intentions très cheloues vis-à-vis de Samantha. Mais quelque chose de surprenant s'est passé 2 semaines après le message vocal. Samantha a remarqué qu'il y avait 5 voitures de police devant la maison qu'elle avait du coup visitée en compagnie de l'homme. Elle ne se souvient pas avoir vu le gars, mais quoi qu'il en soit, elle n'a plus jamais revu d'activité autour de la maison. Elle n'a jamais voulu se renseigner sur ce qui a pu se passer, chercher des articles de presse ou quoi que ce soit, parce que elle préfère préserver sa santé mentale et être dans l'ignorance, plutôt que se dire à chaque fois, mon Dieu, voilà ce qui aurait pu se passer si jamais par exemple j'étais allé en montagne pour faire le fameux week-end moto, ou si jamais elle était restée les fameuses 5 minutes de plus. C'est là que le témoignage de Samantha s'arrête. Bon, déjà, vu qu'il ne s'est rien passé, c'est difficile là de spéculer. Oui, je pense que le mec avait des intentions très cheloues. Je pense qu'il attendait quelqu'un et c'est pour ça qu'il regardait son téléphone. Pour faire quoi? Ça, par contre, c'est tout le mystère. Abuser de Samantha, c'est possible. L'agresser, la kidnapper peut-être même si on va dans les cas les plus extrêmes. Après, est-ce qu'il aurait pu essayer par exemple de voler son rein, un truc comme ça? C'est vrai que par rapport aux questions que le mec lui a posées, c'est quelque chose peut-être qui se tient. Je m'y connais pas spécifiquement dans le vol de rein ou dans le vol d'organes, donc je ne saurais pas dire quels sont les éléments dont on a besoin pour faire ce genre de choses. Mais pourquoi pas? C'est vrai que quand on ne sait pas ce qui aurait pu nous arriver, on a tendance à se dire qu'en fait tout aurait pu se produire. Et voilà les amis, on a fini pour ces 3 histoires assez horribles sur Tinder. Je voulais vous partager 3 histoires qui n'ont rien à voir entre elles. Je voulais vous présenter des histoires qui peuvent aller d'un date qui se passe plutôt mal, où vraiment on en a un mauvais souvenir, à un date où vraiment là il y avait un réel danger. J'espère que ça vous a intéressé. Personnellement, j'ai bien aimé vous raconter ces histoires. J'espère que vous avez passé un bon moment devant cette vidéo. Si c'est le cas, je vous invite à laisser un j'aime et à vous abonner à la chaîne. Je vous laisse de nouveau mon Instagram juste ici si vous souhaitez me suivre et me partager une histoire flippante qui vous est arrivée. Vous avez vu un petit peu le type d'histoire dans ce cas-là de date qui aurait pu se passer. Peut-être que vous avez plein d'histoires un peu. Alors je vous souhaite pas d'avoir le même type d'histoire que la première, où quelqu'un met un cachet dans votre verre. Si vous avez par exemple des histoires de date horribles où le mec a eu plein de red flags et tout, je me dis tiens, ça pourrait être intéressant de faire une vidéo avec vos pires dates, ce genre de choses. Certes, c'est pas des trucs horrifiques comme les threads ou quoi, mais ce sont des expériences qui restent pas forcément très positives parce qu'on n'en garde pas un très bon souvenir, et je me dis tiens, ça peut être intéressant à faire. Du coup, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire si ça vous plairait. Moi, je vous dis merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici, c'était un plaisir d'avoir partagé tout ça avec vous. On se dit à très vite dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous, c'était Aken. Salut!